Et si la personne que vous pensiez connaître le mieux revenait transformée? Imaginez un ami d'enfance, celui avec qui vous avez partagé des souvenirs, des secrets et des moments intenses, mais un jour, il revient après des années d'absence. Et il n'est plus celui que vous avez connu. Il ne ressemble plus à ce garçon que vous avez vu grandir. Il s'habille différemment, il s'est métamorphosé, maintenant il est une fille. Et en le voyant, quelque chose de profond se réveille en vous, quelque chose que vous ne comprenez pas, un sentiment entre la surprise et l'inconfort. Mais alors, est-ce que cela devrait vraiment vous gêner? Est-ce si grave? Les désirs doivent-ils être conformes à ce que l'on attend d'eux? Peut-on ressentir des émotions inattendues, même si elles vont à l'encontre de ce que la société dicte? L'amour, ou plutôt ce que l'on croit être l'amour, doit-il forcément être lié au désir? Est-il encore possible de différencier les deux, ou sont-ils inextricablement liés? Welcome back Alice. C'est une histoire qui vous plonge dans ce genre de questionnement. Une œuvre qui ne se contente pas de raconter une simple rencontre, mais qui va bien plus loin. Wesh les frères, c'est Aga, et aujourd'hui on se retrouve pour décortiquer la première œuvre de Shuzo Oshimi que j'ai eu l'occasion de découvrir, et le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'en suis pas sorti indemne. Avant de commencer les refs, vous êtes encore énormément à regarder mes vidéos sans être abonné à ma chaîne. Donc si la vidéo te plaît, bah n'hésite pas à me rejoindre dans cette aventure en lâchant un petit abonnement. Ça coûte rien, c'est gratuit, et ça carry vraiment la chaîne. Sur ce, allons-y. Déjà, Shuzo Oshimi, c'est pas un inconnu dans le monde du manga. Pour beaucoup, c'est même un nom qui rime avec le malaise, la transgression ou encore la remise en question. Ce mangaka japonais s'est fait une place à part grâce à des œuvres aussi dérangeantes que puissantes, qui grattent là où ça fait mal. Les désirs qu'on refoule, les normes qu'on subit ou encore les identités qu'on questionne. Les fleurs du mal, Happiness ou encore Les liens du son, pour ne citer que, sont autant de récits où il explore ce qu'il y a de plus sombre, de plus fragile dans l'âme humaine. Chez Oshimi, il n'y a jamais de héros au sens classique, juste des adolescents ou des adultes en crise, confrontés à leurs passions et à leurs contradictions. Un monde qui ne leur laisse pas le choix d'être eux-mêmes. Il met en scène des corps qui changent, des désirs qui dérangent, des liens familiaux ou amoureux qui deviennent étouffants. Et dans Welcome Back Alice, tout ça est encore là, mais avec une nouvelle intensité. Et donc concrètement, Welcome Back Alice, ça raconte quoi exactement? Au départ, tout semble simple. 3 amis d'enfance inséparables. Yuhei, Kei et Mitani. Un trio classique, une petite bande comme on en a tous connu. Yuhei, c'est un garçon discret, pas spécialement charismatique, mais profondément attaché à ses 2 amis. Mitani, c'est la fille du groupe jolie, populaire, celle pour qui Yuhei a clairement un faible. Et puis il y a Kei, le garçon solitaire, charismatique, drôle. Celui que tout le monde aime, celui qu'on envie un peu, sans trop se l'avouer. Jusqu'au jour où tout explose. Yuhei surprend Kei et Mitani en train de s'embrasser. Et dans la foulée, Kei disparaît brutalement sans donner aucune explication. Ce n'est que quelques années plus tard que Kei revient transformé. Il a toujours le même visage, mais il s'habille désormais comme une fille. Il n'explique rien, mais il assume tout. Il trouble alors tout le monde. Et à partir de là, l'équilibre entre les 3 amis se brise. Yuhei ne comprend pas trop ce qu'il ressent. Mitani, elle, semble être tout aussi perdue. Et Kei, lui, devient le point de tension autour duquel gravitent désir, malaise, attirance et frustration. Très tôt dans le récit, on sent que Yuhei est pris dans une forme d'enfermement psychologique autour du désir. Dès son plus jeune âge, il est incité, parfois même poussé à fantasmer, à se représenter des scènes avec Mitani, comme si c'était un passage obligé, une manière de prouver sa virilité. Il ne choisit pas vraiment ce qu'il ressent. C'est comme si on lui imposait une manière de désirer. Comme si être un garçon signifiait forcément désirer une fille, tout le temps et de façon explicite. Le problème, c'est que ce désir imposé ne l'épanouit absolument pas. Au contraire, ça l'épuise. Yuhei devient presque passif face à ses propres pulsions. Il rêve, il fantasme, mais il ne vit rien. Il devient spectateur de ses propres désirs. Comme prisonnier d'un scénario qu'il n'a pas écrit. Il est bien attiré par Mitani, c'est indéniable. Mais cette attirance est tellement saturée de normes, de fantasmes, de pression, qu'elle en devient stérile. Il n'arrive ni à lui parler franchement, ni à transformer son désir en quelque chose de sincère. Et Mitani, dans ce contexte, ce n'est plus une personne, mais un objet de projection. Ce n'est plus elle que Yuhei aime, c'est l'idée d'elle, construite par tout ce que les autres, la société, les hormones ou même la culture populaire ont imprimé dans son esprit. Yuhei est alors prisonnier de ce qu'on attend de lui, et s'auto-persuade que la société lui demande uniquement de fantasmer, ce qui devient tragiquement quelque chose qui le définit. Dès le début de l'œuvre, Mitani est définie presque exclusivement par sa féminité. À travers les yeux de Yuhei, elle incarne le fantasme adolescent typique, belle, populaire, à la fois proche et inaccessible. Mais ce regard justement est profondément réducteur. Mitani n'est pas vue pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle représente, une fille désirable, un objet de fantasme, une sorte d'idéal féminin construit autour de ses attributs physiques. Et cette objectification n'est pas seulement involontaire, elle est presque automatique, ancrée dans la manière dont Yuhei a appris à regarder les filles. Son désir ne se construit pas dans une vraie relation, dans un échange ou une complicité, mais dans une projection figée où Mitani est ramenée à son corps, à son
et à sa féminité. Il ne l'écoute pas, il ne la comprend pas, il l'imagine. En ce sens, il la rabaisse sans même en avoir conscience, en la réduisant à une simple fonction, celle de catalyser son propre éveil. Et c'est justement ce schéma-là que l'arrivée de Kei va briser, en remettant en cause cette construction binaire du désir, où l'un doit désirer et l'autre être désiré, selon des codes genrés très précis. La relation Mitani-Yohei, qui se crée au fur et à mesure du manga, se sent clairement malsaine. Mitani attend de Yohei qu'il se comporte comme un vrai homme, enfin l'image d'un vrai homme qu'elle se fait. C'est-à-dire que Yohei doit succomber à sa beauté et à ses attraits féminins juste parce qu'il semble avoir un faible pour elle, juste parce que Mitani est considérée comme une belle fille. Cependant, l'idée que Yohei puisse être attiré par Kei irrite profondément Mitani. Comment un homme travesti en fille peut-il avoir autant d'emprise sur Yohei? Le simple fait que Kei, une personne qui ne rentre pas dans les normes de genre traditionnelles, puisse attirer davantage Yohei que Mitani, c'est vécu par elle comme un désaveu profond. Comme si, aux yeux de la société et du regard masculin, elle avait échoué dans ce qu'on attend d'elle en tant que fille. Comme si malgré tous ses efforts pour correspondre à l'image de la fille désirable, elle n'était finalement pas assez. Et ça c'est violent, ça touche à quelque chose de très intime, très cruel. L'idée que son rôle de femme, tel qu'il lui a été imposé, n'a pas suffi. Alors à quoi bon continuer? Pourquoi s'accrocher à des codes qui ne garantissent ni l'amour, ni la reconnaissance, ni même l'attention? Ce que vit Mitani, c'est une forme d'humiliation sourde, un effacement progressif. Non pas parce qu'elle change, mais parce qu'autour d'elle, les règles du jeu ont changé. Et ça, sans prévenir. Il y a aussi une scène marquante, presque banale, mais en réalité très parlante. Kei utilise les toilettes des garçons. Un détail, en apparence, mais dans un récit qui brouille volontairement les repères de genre, ce geste prend tout son sens. Kei, malgré une apparence féminine affirmée, vêtements, maquillage, posture, choisit de se rendre dans les toilettes des garçons. Ce simple acte, presque silencieux, vient remettre en cause la logique binaire du genre. Kei n'essaye pas d'être une fille au sens traditionnel, ni de devenir un garçon comme avant. Il refuse de choisir. Il évolue dans un entre-deux, une zone floue, dérangeante, qui ne rassure personne. Ce n'est pas une provocation, ni une revendication claire. C'est un geste naturel, assumé, qui illustre parfaitement son positionnement identitaire. En faisant cela, Kei n'imite pas un genre. Il incarne une forme de liberté. Et c'est bien cette liberté-là, cette indifférence aux normes, qui perturbe profondément Yohei, et par ricochet Mitani. Dans le premier chapitre, la scène où Kei embrasse Mitani prend une tournure intéressante, surtout lorsque l'on porte attention à son regard furtif lancé à Yohei juste après. Ce regard, à la fois gêné et désolé, est beaucoup plus que le simple reflet d'une gêne sociale. Il révèle que Kei est parfaitement conscient des sentiments de Yohei pour Mitani. Mais il ne se contente pas de ça. Il semble aussi conscient de l'impact de son geste pour lui. Il embrasse Mitani non seulement pour satisfaire une attente extérieure, mais aussi pour se tester lui-même, pour vérifier ses propres désirs, ses propres limites. On pourrait presque dire que ce baiser est une épreuve, un moyen pour Kei de confronter son orientation sexuelle et de comprendre si l'hétérosexualité le dégoûte ou non. Ce n'est pas juste un acte spontané, ce baiser est aussi un rituel d'exploration, un moyen de se reconnaître et de se définir. En réalité, ce n'est pas un changement de bord soudain, comme le narratif initial pourrait le laisser penser, lors du retour de Kei au lycée. Non, ce changement, cette quête de soi et de ses désirs, remonte à bien plus longtemps. Kei est en recherche depuis son plus jeune âge. Il teste ses envies, ses limites, ses sentiments, mais aussi l'image de lui que les autres lui renvoient. Kei, pour Yohei, incarne quelque chose de bien plus complexe que la simple attirance ou l'amitié. Il est un mélange de souvenirs d'enfance, de cette amitié pure, sincère et innocente qui existait avant que des désirs plus charnels ne viennent se mêler à leur relation. Le retour de Kei, c'est donc bien plus qu'un simple retour d'un ami perdu. C'est le retour d'une époque où les choses étaient simples, où il n'y avait pas de confusion entre les émotions et les désirs physiques. Quand Yohei se remet à ressentir quelque chose pour Kei, ce n'est pas uniquement une attraction. C'est une manière de retrouver cette innocence et cette délicatesse qu'il pensait avoir perdue lorsqu'il a commencé à éprouver des désirs plus lubriques pour Mitani. Aimer Kei, c'est en quelque sorte renouer avec une forme d'amour pur et désintéressé, où la sexualité n'a pas encore été réduite à un rôle ou une fonction imposée par la société. Il se libère alors des attentes sociales qui pèsent sur lui. Ces attentes lui dictent qu'il doit désirer une femme, jouer le rôle de l'homme dominant dans une relation hétéro disparaissent. Ce qu'il vit avec Kei, c'est une relation d'égal à égal, où l'amour et le désir ne sont pas codifiés, ni dominés par un modèle social traditionnel. Loin des jugements externes, loin des normes qui régissent la et la virilité, Yohei peut enfin exprimer librement ses désirs, sans peur de ne pas correspondre à ce qu'on attend de lui. C'est une libération émotionnelle que le retour de Kei permet à Yohei, celle de quitter une position contraignante pour embrasser une relation qui le redéfinit, selon ses propres termes. En fait, Welcome Back Alice, ça illustre parfaitement les doutes et les questionnements intérieurs que traverse tout adolescent en pleine puberté. Oshimi plonge dans la complexité de cette période charnière, où les émotions sont exacerbées, où les repères sont flous, et où chacun cherche à comprendre qui il est réellement. L'œuvre dépeint alors une jeunesse
désabusé par les normes sociétales qui lui sont imposées, des attentes de comportement, de désir et d'identité. Une jeunesse perdue dans ses propres contradictions, qui cherche à s'exprimer, à expérimenter pour parvenir à une certaine maturité émotionnelle et personnelle. À travers les personnages de Yuhei, Mitani et Kei, Oshimi met en scène cette quête de reconnaissance de soi. Ces adolescents, dans leur recherche de la vérité sur leurs émotions, leurs désirs et leurs identités, se confrontent à un monde adulte qui veut les enfermer dans des rôles préétablis. Mais plus que tout, l'histoire montre cette tension constante entre les attentes extérieures et le besoin intérieur d'être en phase avec soi-même. Les personnages expérimentent, testent leurs limites, souvent sans savoir où ça les mènera. Welcome Back Alice devient ainsi une exploration de cette adolescence en quête de sens, où chaque geste, chaque pensée est un pas de plus vers la compréhension de ce que signifie être soi, dans un monde qui ne nous laisse pas toujours le choix. La thématique du changement est omniprésente dans Welcome Back Alice, et Shuzo Oshimi la décline avec subtilité, à travers plusieurs dimensions de la vie de notre trio de protagonistes. Ce motif traverse le récit autant sur le plan physique, émotionnel que rationnel. Dès la première page, le ton est donné. Yuhei ouvre l'histoire avec une interrogation simple en apparence, mais d'une profondeur vertigineuse. À quel moment a-t-on changé? C'est une question que chacun des personnages se posera, consciemment ou non, à un moment clé de son parcours. Et cette phrase, presque anodine, agit comme un fil rouge tout au long du récit. Mais alors, qu'est-ce qui marque vraiment ce changement? Est-ce le moment où Kei revient, vêtu comme une fille, avec une nouvelle apparence, une nouvelle attitude et une aura de mystère? Ou bien était-il en train de changer bien avant cela, dès le moment où il s'est mis à regarder Yuhei différemment, à ressentir autre chose, à se détacher des normes attendues? Peut-on même parler de changement? Ou s'agit-il plutôt d'une révélation, d'un dévoilement progressif de ce qu'il a toujours été profondément, mais qu'il n'osait pas montrer? Et Yuhei de son côté, change-t-il à cause de Kei, ou ce retour inattendu agit-il simplement comme un déclencheur, un catalyseur des troubles qu'il portait déjà en lui? Les sentiments confus qu'il ressent, la gêne, le désir, l'incompréhension, ne sont-ils pas les signes d'une mutation intérieure plus lente qui caractérise ce qu'il veut être vraiment? En fait, c'est l'histoire d'une amitié en quête de redéfinition, d'un désir confus et sans repère, d'un malaise inconfortable et pourtant si captivant, une histoire qui déconstruit tout ce que l'on croit savoir sur soi-même, sur le désir, l'identité et l'amour. Voilà les frères, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurai réussi à vous faire comprendre à quel point ce manga est avant-gardiste et très intéressant. C'est la première fois que je découvre une œuvre qui traite des questions d'appartenance et d'émancipation de genre et qui le maîtrise de surcroît très bien. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et sur ce les frères, prenez soin de vous.